Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, on va commencer notre webinaire là tout de suite. Et au fur et à mesure, je pense qu'il y aura encore des gens qui vont se connecter. Donc, je commence par me présenter. Donc, je suis Boutemi Mounsaf, je suis spécialiste produits moléculaires chez Randox. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous accueillir pour le webinaire Candidat au risque. Donc, une thématique particulièrement actuelle et préoccupante. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Randox, nous sommes une entreprise internationale spécialisée dans le diagnostic in vitro. Notre cœur de métier, c'est les contrôles de qualité, mais aussi nous sommes en partenariat avec Bosch pour une machine de PCR, donc, qui est la Vivalytic dont nous allons parler à la fin. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir professeur Rankin, spécialiste en mycologie médicale, qui va nous apporter son expertise sur le Candida auris, un pathogène émergent, multirésistant, aux enjeux cliniques et épidémiologiques majeurs. Je lui laisse donc la parole sans plus tarder. À vous, professeur Rankin. Merci beaucoup pour cette présentation INSAF. Merci à tous d'être présents et merci donc au laboratoire Randox de me donner la parole pour parler effectivement de ce problème qui concerne Candida auris, donc un pathogène émergent et à dépister assez rapidement. En fait, l'origine de cette présentation, c'est une épidémie que nous-mêmes, à laquelle nous avons fait face il y a quelque temps et qui nous a conduit à nous poser beaucoup de questions, à discuter énormément avec les collègues cliniciens, spécialistes de la microbiologie de l'environnement, afin de lutter contre ces problèmes d'épidémie. Donc, pour débuter, un petit rappel concernant ce Candida auris qui, vous l'aurez peut-être noté, a déjà changé de nom. Il ne s'appelle plus Candida auris, mais il doit s'appeler Candidosima auris. Ce Candidosima auris, je vais vous expliquer l'origine de ce changement de nomenclature, a été décrit pour la première fois en 2009 au Japon. Son nom auris vient du fait qu'il avait été isolé à partir d'un conduit auditif. Alors pourquoi Candidosima? Eh bien, en fin de compte, Candidosima, c'est le fait que cette espèce de Candida donc, a une position taxonomique un peu particulière. Elle est proche d'un groupe euh, dominé par Candida emuloni, qui est un pathogène peu fréquent, mais qu'on connaît comme étant lui-même résistant à certains antifongiques. Et sur la base de ce phénotype de résistance que possède Candida auris et de cette taxonomie principalement moléculaire, une révision de la nomenclature a été proposée, donc en 2024, donc quelque chose d'extrêmement récent. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que si la première description date de 2009, des études rétrospectives ont permis de retrouver des isolats de Candida auris jusqu'en 1996, en Corée notamment. Alors, petit problème de diapositive. Voilà. Donc, ce Candida auris, et j'utiliserai le terme de Candida auris pour faciliter le dialogue. Dialogue, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, auquel vous pouvez participer via le chat et s'il y a des questions, je tenterai d'y répondre à la fin des présentations. Donc, ce Candida auris, c'est une levure du grand groupe des Ascomycètes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est proche de ce groupe du complexe Candida emuloni. Sa niche écologique est encore mal déterminée, mais on l'a retrouvée notamment dans des milieux salins, parce que c'est une de ses particularités de pouvoir croître dans des milieux très salinisés. Il est capable également de croître à forte température. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles on va trouver dans des marais où l'eau est parfois plus chaude que dans d'autres endroits. Chez des oiseaux également, c'est que la température corporelle des oiseaux est supérieure. Et puis des études de métagénomique ont montré que on pouvait le retrouver également sur la peau de certains amphibiens, notamment des tritons. Et enfin, plusieurs études ont montré qu'il était possible de détecter de l'ADN de Candida auris dans les eaux usées.
Alors, l'histoire de ce candidat Auris, après cette première description en 2009, eh bien, elle s'accompagne de la survenue d'épidémies sur plusieurs continents, vous voyez. Tout d'abord au Venezuela, puis ensuite en Inde, et puis de nombreux cas également à Londres, dans un hôpital londonien, puis en Espagne, dans mon souvenir à Valence, avec un nombre de cas extrêmement important, vous voyez, qui atteint plus de 100 cas en Espagne. Donc vraiment quelque chose d'épidémique. Et ce phénomène épidémique, en réalité, s'est transformé en une réelle endémie, puisque vous voyez l'état des lieux en 2009 et l'état des lieux en 2021. Ce sont des données du CDC d'Atlanta. Et vous voyez que le nombre de pays dans lesquels on a pu détecter Candida auris est devenu extrêmement important. Et les choses ne s'arrêtent pas là parce que le CDC toujours a proposé il y a 2 ans maintenant des données concernant en vert clair des colonisations à Candida auris et en vert plus foncé des infections à Candida auris. Et vous voyez une augmentation tout à fait exponentielle avec des augmentations, je crois, entre 2019 et 2021 de plus de 300% de colonisation à Candida albicans et de plus de 100% en termes d'infection. Donc vraiment un phénomène tout à fait majeur et inquiétant à l'échelle des États-Unis notamment. Mais l'Europe ne reste pas indemne, puisque vous voyez ici une carte relativement récente, 2023, qui montre les pays qui ont déjà observé des cas sporadiques de Candida auris en bleu, bleu clair, des endroits, des pays où des épidémies sporadiques ont été décrites avec globalement peu de transmission interhospitalière, mais on va voir que ça change un peu pour la France. Et enfin, des pays où là, plusieurs épidémies ont été décrites. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Royaume-Uni, de l'Espagne, mais l'Italie également a décrit de nombreux cas depuis maintenant plusieurs années. La Grèce est également touchée. Alors effectivement, la France, pour l'instant, était relativement épargnée, mais le nombre de cas, vous voyez, augmente, et là aussi de manière relativement inquiétante, puisque bien que les nombres absolus soient relativement limités, en 2024, donc l'année dernière, on était à moins de 20 cas, donc c'est quelque chose de relativement limité, mais indéniablement, il y a une augmentation, toujours avec une augmentation principalement de colonisation, puis également d'infections qui restent relativement modestes, c'est vrai, mais qui sont assez inquiétantes. Alors, effectivement, le nombre d'infections est toujours plus limité. On considère que le nombre de patients colonisés qui va développer une infection invasive est de l'ordre de 5 à 10%, mais on va retrouver dans ces cas-là des fongémies, des candidémies, qui ressemblent tout à fait aux candidémies liées à d'autres espèces de candidats. On va retrouver aussi des infections osseuses et nous avons observé une infection osseuse au niveau de la hanche qui malheureusement n'a pas pu être traitée correctement pour ce patient. Et assez globalement, on retrouve dans la littérature une mortalité de 30 à 60%, c'est-à-dire similaire à ce que l'on voit avec d'autres espèces de candidats. Et actuellement, en 2025, d'autres cas ont été déclarés dans des hôpitaux français et avec cette fois-ci la transmission de certains patients d'hôpital à hôpital et donc une gestion de ce problème voilà, qui s'accroît de mois en mois et d'année en année. Alors, effectivement, au-delà de ces phénomènes épidémiques, je reviendrai brièvement tout à l'heure des raisons qui peuvent expliquer ces phénomènes épidémiques. La deuxième grande caractéristique de Candida auris, c'est sa résistance aux antifongiques. Alors, Candida auris, des études de génétique des populations ont été réalisées qui montrent qu'il existe en réalité 6 clades différents, les clades 5 et 6 n'ayant été décrits que par quelques souches, mais on observe donc des clades assez différents avec des taux de résistance aux antifongiques usuels, le fluconazole, l'amphotericine B et les échinocandines, qui varient selon ces clades. Mais le point commun le plus évident, c'est la fréquence de la résistance au fluconazole et dans une moindre mesure à l'amphotericine B et aux échinocandines de manière plus rare, il faut bien le reconnaître. Problème.
positive. Le problème de tout cela, c'est que on arrive avec des phénomènes donc de résistance au fluconazole assez commun, de temps en temps à l'amphotéricine B et même aux échinocandides. Une étude américaine a montré que avant 2020, avec trois souches résistantes aux échinocandides qui avaient été rapportées. 6 souches avaient été montrées comme pan-résistantes, donc incluant les échinocandides. Il n'y avait pas de lien particulier entre ces souches, et toutes ces souches avaient été acquises après, cette résistance avait été acquise après traitement par les échinocandides. Or, depuis 2021, non seulement le nombre de cas de résistance aux échinocandides a augmenté, même si là encore les chiffres absolus sont relativement limités, mais des études ont pu montrer qu'il s'agissait de 2 clusters indépendants, donc des souches reliées entre elles dans 2 établissements, et survenant chez des patients qui n'avaient pas reçu d'échinocandine par le passé, donc il laisse envisager une dissémination de souches résistantes aux échinocandines qui sont pour l'heure le traitement de référence à conserver en cas d'infection par Candida auris. Alors effectivement, le problème, c'est le problème de cette multirésistance qu'on le retrouve notamment dans le clade sud-américain qui concerne en particulier donc le Venezuela, la Colombie. Et comme vous le savez, face à cette multirésistance, on est extrêmement démuni puisque le nombre d'antifongiques, le nombre de classes d'antifongiques potentiellement à utiliser en cas d'infection invasive est extrêmement limité. Et donc, on peut se retrouver dans certains cas dans de réelles impasses thérapeutiques. Alors, pour toutes ces raisons, en 2022, l'OMS, qui a publié une liste de pathogènes fongiques prioritaires, a catégorisé Candida auris à côté de Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus et Candida albicans dans le groupe critique qui doit donc faire l'objet d'études cliniques, thérapeutiques et de recherches pour essayer de mieux comprendre, mieux connaître cette levure qui menace donc les établissements de santé. Alors, pourquoi cette émergence, effectivement? On peut relever un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est la capacité de survivre de cette levure dans différents contextes environnementaux. Tout d'abord, il est tout à fait capable de survivre sur des surfaces sèches, encore plus longtemps que Candida parapsilosis, qui est pourtant dans ce domaine la référence. Je vous ai parlé tout à l'heure des milieux hypersalés, et tout ceci est lié en partie à 2 phénomènes. D'une part, la présence d'adésine, notamment une adésine un peu particulière chez Candida auris, et la capacité de ce champignon de faire des biofilms qui vont le protéger des agressions environnementales. Je vous l'ai dit aussi, il est capable de pousser à très forte température. Et puis, donc, on a vu qu'il était capable également de résister aux antifongiques et dans une certaine mesure également à certains antiseptiques. Donc tout ça lui permet de coloniser de manière pérenne la peau en particulier. C'est avant tout un agent de colonisation de la peau plus que du tube digestif comme d'autres espèces de candidats, mais également les dispositifs médicaux et je pense bien sûr ici aux cathéters. Donc tout ça lui donne un potentiel épidémique extrêmement important à l'hôpital, avec une transmission soit directe via les mains, soit du personnel, soit des patients. Les patients, lorsqu'ils sont encore ambulatoires, peuvent bouger dans les services s'ils n'ont pas été repérés dès le début et mis dans des chambres en isolement strict, de manière à ne pas laisser cette levure diffuser dans l'établissement de santé. Et puis, des transmissions indirectes sont également possibles via des dispositifs médicaux. Alors, face à ce phénomène croissant, plusieurs recommandations ont été édictées en France. Les premières viennent du Haut Conseil de santé publique, qui en 2019 avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Et puis en 2023, notamment à la suite de la publication des données nord-américaines, l'Institut Pasteur, d'une part, avec le Centre national de référence et la Société française de mycologie médicale, a proposé des recommandations. Et puis, à l'assistance publique, notamment en raison d'une épidémie qui était survenue dans l'un de ces hôpitaux, eh bien, a proposé également une conduite à tenir devant un cas de colonisation ou d'infection à Candida auris. Alors, c'est celle que je connais un tout petit peu mieux parce que j'y avais participé.
Et donc, quelles sont ces recommandations? Elles diffèrent peu, hein, d'une recommandation à l'autre. Globalement, c'est de screener les patients qui sont hospitalisés alors qu'ils ont été au préalable hospitalisés dans un pays, dans les 12 mois qui précèdent, ou ils sont issus d'un transfert à partir d'une réanimation. Et effectivement, les cas que nous avons observés correspondent tout à fait à ça, c'est-à-dire des patients qui ont été hospitalisés de manière prolongée, avec tout ce qui accompagne ces hospitalisations prolongées, notamment les traitements antibiotiques, voire antifongiques. Bien sûr, les patients qui ont été précédemment colonisés ou infectés doivent être également screenés, et les patients contacts, c'est-à-dire des patients qui sont présents dans le même service et donc qui peuvent être contaminés doivent être également screenés. Alors, les sites de screening maintenant sont à peu près établis. On conseille de faire deux types de prélèvements à l'écouvillon. D'une part, les narines et d'autre part, les plis inguinaux et axillaires avec un seul écouvillon. Alors, il faut cependant dire que ce screening, lorsqu'on regarde la littérature, ne permet pas une détection dans 100% des cas d'une colonisation par Candida auris, mais aurait une sensibilité aux alentours de 80%. Mais c'est le meilleur rendement, on va dire, entre le nombre de prélèvements à réaliser et la possibilité de détecter donc Candida auris sur la peau, vous le voyez, ou au niveau des narines pour ces prélèvements. Alors, les recommandations de la PHP ont précisé les choses en termes de définition des cas, ce qui était un point important, en définissant des cas prouvés des patients qui vont avoir une culture positive lors de ce screening, des cas possibles où seule une PCR, sujet dont on va reparler ultérieurement, était positive alors que la culture restait négative. Ensuite, de nouvelles définitions de risque ont été également établies selon que les mesures de précaution sont prises dès le départ du diagnostic ou de manière retardée. Donc, dès lors qu'un patient va être détecté, trois acteurs majeurs vont intervenir dans la maîtrise de la dissémination du pathogène dans l'établissement de santé. Bien évidemment, les cliniciens qui doivent impérativement réaliser ce screening chez des patients qui viennent de l'extérieur, voilà, et qui donc ont été hospitalisés au préalable dans un autre pays ou viennent d'une réanimation. Donc, c'est vraiment de leur ressort de screener systématiquement ces patients. Bien évidemment, le laboratoire qui va devoir assurer le diagnostic, on va en reparler, et éventuellement les tests de sensibilité in vitro si les souches sont isolées. Et puis, l'unité de prévention du risque infectieux joue un rôle absolument majeur dans la maîtrise de la dissémination en proposant le cohorting, c'est-à-dire le fait de mettre des patients contacts, des patients sains et des patients infectés dans différents sites d'hospitalisation, d'utiliser du matériel de soins jetable, de s'assurer du bio-nettoyage effectué avec les produits adéquats, et puis la gestion des déchets également. Donc, vraiment, ces trois acteurs doivent travailler de concert. Souvent, le diagnostic d'un cas peut conduire à la mise en place de cellules de crise pour échanger, pour se mettre d'accord sur les manières de procéder, la fréquence des prélèvements, le type de prélèvement. Initialement, les cliniciens peuvent ne pas être au courant du screening qui est à réaliser, mais il est impératif de mettre toutes ces mesures en place. Alors, quid du screening? Le screening, en fait, il s'effectue dans deux conditions. Donc, la première situation, c'est donc ce patient qui a été transféré d'un autre établissement ou qui, au préalable, a été hospitalisé dans un pays connu pour voilà, avoir de nombreux cas de colonisation ou d'infection à Candida auris. Et donc, dans ces cas-là, selon l'établissement, le flux de prélèvements est relativement limité. Ces prélèvements se font donc à l'écouvillon. Il est recommandé d'utiliser des écouvillons de type ISWAB, représentés ici. Et donc, on va screener dans ce cas-là les patients au cas par cas. Et donc, le flux d'analyse va être relativement limité. Par contre, si on se retrouve dans une situation, alors, pré-épidémique, hein, là j'ai mis épidémique, mais c'est plutôt pré-épidémique, c'est-à-dire qu'on a un premier patient. Si à tout hasard les mesures de précaution n'ont pas été prises dès le départ, il va falloir screener
beaucoup de patients, des patients contacts, l'environnement avec en général une dizaine de sites prélevés par chambre. Et donc là, on va se retrouver avec un flux extrêmement important d'examens à réaliser. Il va falloir que le laboratoire s'organise pour faire face à ces demandes extrêmement importantes. Alors, ce screening, de quoi on dispose pour le réaliser? Bah, assez schématiquement, deux solutions, soit la culture, soit des systèmes de PCR. Alors, l'avantage de la culture, eh bien, c'est que globalement, la mise en œuvre est très très simple, hein. On reçoit les écouvillons, il suffit de les ensemencer et ensuite d'incuber la boîte qui aurait été ensemencée. Alors, un premier problème, c'est l'obtention du résultat. En cas de culture, il est recommandé de conserver à minima 5 jours et peut-être plus longtemps, les boîtes de culture, surtout sur certains milieux de culture de type Saburo, où Candida auris peut mettre un peu plus de temps à pousser qu'un simple Candida, une autre espèce de Candida. Et puis, il est reconnu, alors surtout dans des études qui ne sont pas des études, en live, c'est-à-dire ce sont des études qui ont été faites de manière extemporanée, que la culture était, comme on s'y attendait, moins sensible que la PCR. L'avantage de la culture, par contre, c'est un coût relativement limité. Et donc, à ceci ne s'oppose pas, mais peut-être doit être mis en œuvre de manière conjointe pour gagner en synergie. Les systèmes de PCR, on va en reparler tout à l'heure, la mise en place est plus ou moins complexe. Si la PCR est déjà en place dans le laboratoire, voilà, il n'y a pas de complexité particulière. La question qui peut se poser, c'est la nécessité d'une extraction, et notamment nos collègues de l'hôpital Saint-Louis recommandent donc une extraction, j'allais dire, plus agressive avec ce qu'on appelle du bit beating, c'est-à-dire de fractionnement par des billes de verre ou de céramique. Donc là, voilà, ça rajoute une étape qui, en période épidémique, peut compliquer un peu les choses. Le gros avantage, c'est que si le laboratoire est organisé correctement, on obtient un résultat en 1 à 2 jours, ce qui est absolument majeur dans la gestion des patients et des chambres. C'est-à-dire qu'un patient dont la PCR est négative, eh bien, on va pouvoir l'écarter et le remettre dans une autre salle, le faire sortir. Voilà, donc c'est vraiment l'obtention du résultat rapide est vraiment un avantage très très important de la PCR. Et puis donc cette PCR est plus sensible, elle est légèrement coûteuse, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le coût d'une épidémie est également extrêmement extrêmement coûteux. Alors, si on fait de la culture, eh bien, voilà, plusieurs possibilités. Il est recommandé d'utiliser un milieu dédié. Alors, plusieurs auteurs ont proposé des milieux éventuellement contenant du fluconazole, par exemple. Donc, c'est des milieux maison, j'allais dire. Mais sinon, il existe un milieu commercial proposé par agar qui permet de repérer Candida auris sur les boîtes. Là, voilà, il y a plusieurs espèces qui sont proposées et avec un peu d'habitude, on arrive à reconnaître Candida auris, dont l'identification sera confirmée grâce à une approche en général de type Malditov qui ne pose pas de problème en termes d'identification. Alors pour les PCR, eh bien, il existe de multiples trousses diagnostiques qui d'ailleurs ont été évaluées il n'y a pas très longtemps dans différentes publications. Il y a plusieurs travaux qui ont comparé des différentes trousses. Certaines donnent de meilleurs résultats que d'autres. Je vous invite à voir regarder cette publication très récente de 2025. Et donc, ce sont des PCR, bien sûr, en temps réel, tout à fait classiques. Alors, ces PCR, je crois, commencent à être de plus en plus présentes dans les laboratoires français. On avait réalisé en 2023 une étude à l'échelle nationale qui montrait que près de la moitié des laboratoires ne faisaient pas ce screening. Donc, je pense que l'alerte donnée par le Centre national de référence, l'assistance publique, etc., a permis la mise en place maintenant de notamment de ces PCR et qui peuvent être associés, bien sûr, à la culture. Donc, les PCR à l'époque étaient surtout des PCR maison, entre guillemets, et puis certains laboratoires utilisaient des kits commerciaux.
Alors, moi, je vous rapporte brièvement sur cette diapositive notre expérience limitée voilà, liée à Candida auris. Donc, vous pouvez retrouver les détails de cette épidémie en 2025. Donc, tout commence par un patient qui est admis, qui est transféré depuis le Koweït pour un accident de la voie publique. Et vous voyez que déjà, le diagnostic de colonisation à Candida auris, on n'aurait pas dû mettre infection, on aurait dû mettre colonisation ici, se fait de manière décalée parce que le screening initial n'a pas été réalisé. À l'époque, voilà, le focus sur cette problématique était sans doute plus limité. Et puis, le patient reste colonisé pendant très très longtemps et développe une infection, voilà, plusieurs semaines ultérieurement. Et c'est à partir de ce moment-là que des cas contacts sont dépistés positifs. La grande particularité de notre étude, c'est que ces cas contacts n'ont été positifs que en PCR et pas en culture. Je vais vous montrer après comment on a essayé voilà, d'optimiser les choses pour essayer d'avoir des cultures positives, mais au total, nous avons eu 37 cas de patients qui portaient du Candida auris. Alors bien sûr, on s'est posé la question de la spécificité de notre PCR, et donc bien sûr, on avait vérifié que cette PCR ne croisait pas avec d'autres espèces, mais on a testé également des patients d'autres réanimations qui étaient tous négatifs. Et au total, ces 37 cas ne représentent que, je crois, 1%, je ne veux pas dire de bêtises, de tous les tests qu'on a réalisés. Donc, si notre PCR devait être aspécifique, probablement qu'on aurait eu beaucoup plus encore de PCR positifs. Donc voilà. Et globalement, en l'espace de 4 mois, on a réussi à se débarrasser de cette dissémination donc dans plusieurs services quand même de l'hôpital concerné. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement la place de la PCR dans le screening. Donc, encore une fois, si on est en première intention sur un patient, je pense que ça se pose pas trop. Après, ça va dépendre un peu du niveau d'endémie dans l'hôpital, la région ou même le pays concerné. Et là, vous voyez, je vous montre des images de la fréquence de colonisation par Candida auris dans des établissements de type EHPAD aux États-Unis. Vous voyez que tous les points, donc là, il y avait 8 patients, là également. Donc, dans un des établissements, 7 patients sur 8 sont colonisés par Candida auris et dans l'autre, un patient sur 8 est colonisé par Candida auris. Donc, il est tout à fait évident que dans des situations comme celle-ci, la PCR n'a plus d'intérêt et voilà, le niveau d'endémie est trop important. Alors après, la deuxième limite de la PCR, c'est bien sûr qu'on détecte de l'ADN et on ne sait pas si les levures sont viables. Alors il faut savoir qu'il y a une reverse transcriptase PCR qui a été proposée il y a quelque temps, mais nous, on a choisi de considérer que la présence d'ADN sur la peau ou au niveau des narines des patients était un marqueur indirect de la circulation des levures et on a le sentiment que la PCR nous a énormément aidé à limiter la diffusion du pathogène dans l'établissement. Alors, ça ne veut pas dire que devant une PCR positive, on ne doit pas tout faire pour obtenir une culture, notamment pour faire des tests de sensibilité in vitro éventuellement. Donc, élargir la recherche à d'autres sites anatomiques, c'est ce qui est proposé, augmenter le volume ensemencé également, et puis conserver les cultures plus longtemps. Mais attention, garder les cultures plus longtemps, ça veut dire rendre un résultat plus tardif et avec des conséquences qui peuvent être extrêmement importantes en termes d'organisation dans les services. Et justement, cette organisation dans les services cliniques, elle doit être contrebalancée par le coût des tests. Oui, une PCR, ça coûte un peu plus cher. Bien sûr, on n'est plus du tout dans les coûts d'il y a 20 ans ou 25 ans, mais il y a un surcoût. Mais il y a des publications qui laissent entendre que un screening attentif, en fait, revient moins cher que la désorganisation des services cliniques avec la nécessité éventuellement de traiter des patients, de les surveiller plus longtemps, etc. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Il y a cette étude économique là, publiée en 2019 par des auteurs du Royaume-Uni insiste bien sur ce phénomène. Et puis, donc, nous, en tout cas, on a eu l'impression que ça nous avait énormément aidé et ça nous a permis une résolution relativement rapide de l'épidémie, alors que quand on compare dans d'autres pays, d'autres établissements,
les épidémies ont duré beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et donc, on était assez satisfait de ce résultat. Donc voilà, avant de conclure, je voudrais remercier d'abord tout le personnel du laboratoire qui a été extrêmement sollicité durant cette épidémie, à la fois les biologistes, mais aussi les techniciens et techniciennes qui ont réalisé un nombre très, très important de PCR sur ce laps de temps. Bien sûr, tous les collègues de l'unité de prévention du risque infectieux, en particulier Sarah Jolivet, on a été également aidé par Sandra Fournier de la PHP, et puis les cliniciens qui ont joué le jeu à Tenon, à l'hôpital Saint-Antoine, plus récemment. Donc, je vais vous remercier. Et puis, je vais redonner la parole à INSAF. Et si vous le voulez bien, on tentera de répondre à vos questions après sa présentation que je vais maintenant partager. Donc, c'est vous qui partagez. Alors, Très bien. Merci, professeur Rankin. Donc, on va faire une petite présentation maintenant qui va concerner la même thématique. En fait, comme le professeur Rankin l'a si bien dit, le Candida auris est un pathogène fongique à dépister précocement. Et pour cela, Bosch, en collaboration avec Randox, a développé un test qui va permettre de dépister le Candida auris de façon très précoce. C'est en fait la Vivalytique, qui est une solution moléculaire, donc c'est de la PCR. Alors, qu'est-ce que c'est que la Vivalytique? La Vivalytique, c'est en fait une petite machine de PCR qui fonctionne, c'est un système de PCR fermé qui fonctionne en coup par coup. Donc, c'est pour chaque patient, nous avons nous utilisons une cassette. Et donc, c'est de la PCR rapide. C'est un flux de fonctionnement moléculaire automatique, donc très facile d'utilisation. Et nous avons plusieurs panels disponibles. Donc, c'est une machine qui va permettre de servir toutes les paillasses, la virologie, la bactério, mais aussi la mycologie. Donc, comment ça fonctionne? Donc, ça fonctionne très simplement. Donc, en fait, il suffit seulement de scanner la cassette, de scanner l'échantillon, ensuite scanner la cassette, et ensuite mettre l'échantillon dans la cassette et finalement introduire la cassette dans la machine. Donc, comme vous le voyez, la machine est compacte, il ne nécessite ni ordinateur ni rien en plus. Donc, c'est une petite machine qui fait un peu la taille d'une unité d'ordinateur. Donc, voilà. Et comme vous le savez, pardon, la PCR, donc c'est une technique qui nécessite plusieurs étapes. Donc, la lisse cellulaire, l'extraction, dans certains cas, dans les cas des virus, la reverse transcription, puis l'amplification. Donc, et tout ça nécessite des réactifs, puis des équipements supplémentaires, donc à chaque étape. Et donc, avec la Vivalytique, donc une seule machine, et dans la machine, vous allez avoir la liste des cellules, l'extraction, puis l'amplification, et finalement le résultat qui va s'afficher sur l'écran, mais aussi après, vous pouvez seulement la connecter à une imprimante et imprimer votre résultat. Donc, si on revient à Candida auris, nous avons un panel Candida auris. Donc, ce panel va permettre de détecter le gène UTS2. Donc, c'est de la PCR, c'est de la PCR en temps réel. Les prélèvements, donc le type d'échantillons sont des prélèvements axillaires, inguinaux, nasaux et rectaux. Donc, le volume à utiliser, c'est seulement 300 microlitres. Et en moins d'une heure, on peut avoir finalement le résultat. Donc, la cassette, elle se présente comme ça. Et les étapes, on en a parlé. Donc, avec le professeur Rankin, nous avons testé des prélèvements de surface. Euh, mais ça a marché, mais sous certaines conditions. On en parlera dans d'autres webinaires peut-être. Alors, le résultat va se présenter comme ça si on télécharge et on imprime le résultat. Donc, le résultat positif, donc vous allez, donc, comme je vous ai dit, c'est de la RT-PCR. Et donc, à la fin de la PCR, on a les courbes de CT. Donc, on a une valeur de CT.
Donc, ce n'est pas quantitatif, mais c'est semi-quantitatif parce que ça ne donne que les courbes de CP. Et également, bien sûr, il va y avoir un contrôle humain qui va permettre de contrôler toutes les étapes de la PCR, donc l'extraction, l'amplification et finalement la détection. Voilà, donc là, c'est les différents panels qu'on a. Comme je vous ai dit, ça peut servir la virologie, la bactériologie, mais aussi la mycologie. Donc aujourd'hui, c'est la mycologie qui nous intéresse. Donc seulement pour vous informer, la machine est actuellement en étude de validation chez le professeur Anka. Donc on va essayer de revenir vers vous, peut-être lors de congrès avec un poster ou bien un autre webinaire avec les résultats concrets de cette étude d'évaluation et l'utilité de la machine, la rapidité d'utilisation de la machine, qu'est-ce que ça apporte au service en termes médico-économiques. Donc, tout cela va peut-être être publié aux formes de posters ou de publications. On vous en dira plus les prochains jours ou mois. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions Merci. via le chat. Euh, alors, tout à l'heure, j'avais vu Sophie Cassin qui avait levé la main, mais apparemment, elle a baissé la main. Alors, est-ce que dans le chat, on a des messages? Euh, voilà, Guillaume, donc un expert. Alors, donc je vais répéter les questions parce que je ne sais pas très bien si tout le monde les voit. Donc, la question est de savoir le délai de pousse de candidat Auris. Nous, en fait, on a pris l'option d'utiliser donc le milieu Chromagar, donc il s'appelle Candida Plus, si je ne dis pas de bêtises. Et dans nos mains, on a toujours eu une culture en moins de 48 heures. Ça pousse très très bien et très rapidement. Il faut dire que ce sont des prélèvements qui ne sont pas voilà, multi-infectés. Bon, la croissance des bactéries est inhibée, bien sûr. Et voilà, donc alors ça nous a permis de détecter parfois d'autres espèces de candidats, mais pour candidat Auris, vraiment la culture était très rapide. Alors c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié peut-être de préciser ça, je ne sais plus. Dans notre situation, à un moment donné, le fait qu'on n'ait pas de culture positive, on a augmenté le nombre de sites de prélèvement. Donc on a rajouté la paume des mains. Je crois qu'il y avait un écouvillon rectal également qui était proposé et un écouvillon buccal. On a allongé le délai d'incubation jusqu'à 10 jours pour certains échantillons. Et l'ensemencement, dans mon souvenir, alors c'est peut-être là qu'on a pêché parce que initialement, on ensemençait 10 microlitres, dans mon souvenir, 10 ou 20 microlitres, et il est recommandé d'ensemencer des volumes plus importants. Mais globalement, en termes de durée, enfin de durée d'incubation et de positivité de la culture, en 48 heures, sur ce milieu-là, en tout cas, on n'a pas eu de souci. Et effectivement, Alexandra Lagneau a rapporté des incubations plus longues, et c'est rapporté également dans la littérature, mais je crois sur des milieux plutôt de type saboureau. Alors, je répète une autre question d'une collègue. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de la PCR avec Vivalytique et combien d'échantillons peut-on tester dans une réaction? Et aussi le timing de la PCR. Alors, le coût, là, ça, c'est pas moi. Je ne sais pas si c'est peut-être INSAF qui pourra répondre. Je ne sais pas où ils en sont de ce point de vue-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les échantillons se testent un par un, d'accord? Et le timing, c'est 1 heure, 55 minutes. Mais quand on allume la machine, il y a un petit temps voilà, de check-up, on va dire. Et donc, globalement, il faut compter 1 heure pour obtenir le résultat. Le coût, INSAF. Pour le coup, on pourra revenir vers vous. Ça va vraiment dépendre de votre volume, de comment vous voulez l'utiliser. Donc là, ça va être vraiment du cas par cas et on pourra vous contacter plus tard et on parlera de ça en détail si vous voulez. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, expériences à partager éventuellement, hein, c'était assez ouvert. Durée de conservation des kits. C'est 12 mois.
12 mois. 12 mois et ça se conserve à température ambiante. Alors, je vois Taïeb qui lève la main. Je vais donner la parole. Taïeb Chouaki, Damien. On ne peut pas donner la Ah, on ne parole. peut pas donner la parole. Oui, Taïeb, est-ce que tu peux, à ce moment-là, mettre un message dans le chat? Ah, c'est peut-être pour ça que Sophie Cassin, tout à l'heure, oui. elle a baissé la main. Si vous pouvez, s'il vous plaît, seulement nous écrire vos Ouais. questions. Je peux demander s'il vous plaît. Bon, sinon, s'il n'y a plus de questions, on va Bon, peut-être clôturer ici le webinaire, non? oui. Quelque chose à préciser. Si on peut activer le micro. Ah, visiblement, on n'a pas Oui, on ne peut on n'a pas. pas les droits là, ouais. Donc, si ceux qui ont levé la main souhaitent mettre un message, allez-y, et puis sinon on va clôturer C'est ça. le débat. Bien sûr, de toute manière, voilà, vous trouverez les coordonnées de INSAF et Randox facilement, et moi-même, si vous avez besoin de me joindre, vous devriez trouver mes coordonnées, voilà, à Saint-Antoine. Pas à Saint-Louis, parce que j'ai un homonyme à Saint-Louis, donc, et qui est oncologue, je ne suis pas sûr qu'il puisse vous aider dans ce domaine. Alors, donc une question. D'après la dernière note du CRMA, la PCR doit être confirmée par culture. Ben, ça, c'est un vœu pieux, ça. Parce qu'en fait, ouais, on ne demande pas mieux que de confirmer par culture. Mais en fin de compte, ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on fait des PCR et il y en a qui sont confirmés par culture et d'autres pas. Là, récemment, on a eu un autre patient qu'on a suivi et c'est assez intéressant parce que quand il nous a été transféré, il était connu pour être porteur de Candida auris. Initialement, il était culture négative, mais PCR positive. Et progressivement, il est devenu et PCR et culture positive. Donc, à chaque fois qu'on peut confirmer par culture, oui, c'est mieux, c'est évident, mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Et si on prend la littérature, il y a plusieurs études, j'en vois au moins trois ou quatre, dans lesquelles il y a eu, alors, ce sont des études qui ont été réalisées rétrospectivement. À ma connaissance, il y a très peu d'études qui ont fait des PCR en temps réel, des PCR en temps réel, mais live, quoi, par rapport à un phénomène qui pourrait être épidémique. Mais dans la littérature, on retrouve un certain nombre de prélèvements qui étaient positifs en PCR et négatifs en culture. L'inverse étant exceptionnel. Alors, concernant Candida auris, présente-t-il des résistances particulières aux désinfectants détergents? Alors, je ne suis pas un grand expert de ce domaine, mais oui, il est souhaitable d'utiliser des produits de type oxyflore, oxyfoam, et sinon de l'eau de Javel diluée, je crois, à 1%, si je ne dis pas de bêtises. Et Guillaume répond résistant aux ammoniums quaternaires et vinaigre blanc. Merci, Guillaume. De votre expérience, est-ce qu'il y a plus de PCR positifs et culture négative ou le contraire? Ah bah, il y a toujours, enfin, plus de culture. Est-ce qu'il y a plus de PCR positives et de cultures négatives? Ben, globalement, on aura toujours plus de PCR positives, d'accord, que de cultures, parce que la PCR intrinsèquement est plus sensible. Après, j'ai évoqué le problème également des levures mortes, et donc dans ces cas-là, bien sûr, la culture est négative, mais la PCR peut être positive. Donc, on va plus souvent être dans un contexte où on va avoir des PCR positives et des cultures négatives. Dans mon expérience, enfin dans notre expérience, je crois qu'on a eu un cas de PCR négative de culture positive. Mais assez globalement, la PCR étant plus sensible et détectant éventuellement des levures mortes, voilà. Mais la PCR positive témoigne quand même voilà, d'une circulation du pathogène. Et typiquement, un patient qui viendrait de l'extérieur et sur un premier screening qui est PCR positif, je pense que franchement, il faut en tenir compte. Oui, recommencer les prélèvements, oui, en faire davantage, allonger le temps d'incubation, tout ça, c'est OK. Mais négliger un patient qui serait PCR positif et culture négative, ouais, je ne le conseille pas.
Je pense qu'ils pourront parler maintenant. Vous pouvez essayer, docteur Taillet. Non, Non, toujours pas. on peut pas. Non. Ok, Non. c'est pas grave. Bon, c'est pas très grave. Bah, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup, INSAF, d'avoir proposé ce webinaire. Ouais, merci d'avoir répondu. J'espère vous revoir pour d'autres événements. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer des mails. Donc, on pourra, en principe, vous avez mon mail, mais en tout cas, je pourrai vous envoyer mon mail via le chat si jamais vous en avez besoin. Aussi, on vous enverra la présentation enregistrée si jamais vous avez besoin de revoir quelque chose ou voilà, ou vous partagez avec vos collègues. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne fin de journée. Au revoir.